Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer le monde du travail en France. Mais attention, on va oublier les clichés pour un instant. On va se pencher sur les vraies règles du jeu, celles qui sont gravées dans la loi et, surtout, confirmées par les chiffres. Alors, pour commencer, il y a un chiffre que tout le monde a en tête quand on pense au travail en France, les fameuses 35 heures. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain? Mythe ou réalité? Allez, on regarde ça de plus près. Et voilà, premier chiffre, première surprise. D'un côté, la loi nous dit 35 heures, mais de l'autre, quand on regarde la réalité dans le secteur privé, on est plutôt autour de 39,1 heures. Alors, comment on explique cet écart? Eh bien, principalement avec les heures supplémentaires, qui sont bien sûr très encadrées. On a donc une base légale, d'accord, et par-dessus, une réalité économique qui vient s'ajouter. Bon, mais alors, qu'est-ce qui définit vraiment les règles du jeu quand on a un emploi? Pour bien comprendre, on va suivre un personnage, appelons-le Hugo. Il est sur le point de signer son contrat. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce simple bout de papier, ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'en France, le contrat de travail d'Hugo, eh bien ce n'est que le tout dernier étage d'une sorte de grande pyramide. Au-dessus, il y a tout un tas d'autres textes. Le règlement intérieur de l'entreprise, les accords d'entreprise, la convention collective, le code du travail et même la constitution tout en haut. C'est une véritable pyramide. Et la règle est simple. Chaque étage doit toujours respecter celui qui est au-dessus. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. D'accord, mais là, on peut se poser une question. Avec toutes ces règles empilées les unes sur les autres, qu'est-ce qui se passe si elles se contredisent? Imaginez, le contrat d'Hugo dit blanc, mais la convention collective dit noir. Qui a le dernier mot? C'est là qu'un principe absolument fondamental du droit du travail français entre en jeu. Pour que ce soit bien clair, reprenons l'exemple du salaire d'Hugo. Disons que son contrat de travail propose 1,1 fois le SMIC. Pas mal. Sauf que sa convention collective, qui est donc à un étage supérieur de la pyramide, elle impose un minimum de 1,2 fois le SMIC. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est toujours la règle la plus avantageuse pour le salarié qui gagne. Résultat des courses, Hugo sera payé 1,2 fois le SMIC, même si son contrat disait moins. C'est une protection assez puissante. Ok, maintenant que le cadre général est posé, voyons un peu comment tout ça se traduit dans la vie de tous les jours, une fois qu'on est au travail. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la relation de travail, ce n'est pas à sens unique. C'est un échange. D'un côté, le salarié a des obligations, c'est évident, comme suivre les règles de sécurité par exemple, mais de l'autre, l'employeur a aussi des devoirs très clairs. Et un des plus importants, c'est de garantir un environnement de travail qui soit sain et sûr. Alors, dans les entreprises d'une certaine taille, plus de 50 salariés, il y a un document qui s'appelle le règlement intérieur. Il précise un peu les règles de la vie de tous les jours. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'employeur peut y écrire tout et n'importe quoi. Prenons un cas concret. Est-ce qu'on peut imposer le port de la charlotte en cuisine? La réponse est oui, sans aucune hésitation. Pourquoi? Parce que cette règle est totalement justifiée par des impératifs d'hygiène et de sécurité. C'est pile poil le but du règlement intérieur. La mesure est proportionnée à l'objectif, donc c'est tout à fait conforme. Bon, celui-là était plutôt facile, on est d'accord? Maintenant, on va compliquer un peu les choses. Autre règle vestimentaire. Une entreprise peut-elle obliger ses employés à porter une jupe? Alors là, la réponse est un grand non. C'est catégorique. Une règle de ce type serait jugée discriminatoire, tout simplement parce qu'elle n'est justifiée par rien. Il n'y a aucune raison liée à la nature du travail qui puisse imposer ça. Ok, dernier cas de figure. Et si la règle ne touche ni à la sécurité ni à l'hygiène, mais à l'image de l'entreprise? Imaginons un hôtel de luxe, un 5 étoiles. Est-ce qu'il a le droit d'interdire les piercings visibles pour son personnel en contact avec la clientèle? Eh bien, dans ce cas précis, la réponse est oui, c'est conforme. La justice a tendance à considérer cette règle comme valide. La raison, c'est que la restriction est jugée proportionnée et directement liée à l'image de marque et au standing de l'établissement. Le contexte est donc absolument essentiel. Bon, on a parlé des règles, des devoirs. Parlons maintenant de ce qui intéresse beaucoup de monde, le salaire. Mais la fiche de paye en France, c'est parfois un vrai casse-tête. Alors, comment on passe du brut au net? En fait, le principe est assez simple. On part du salaire de base. Là-dessus, on ajoute tout ce qui est primes, heures supplémentaires, etc. Ça nous donne le salaire brut. Ensuite, de ce montant brut, on va déduire toutes les cotisations sociales obligatoires. Et ce qui reste, à la fin, c'est le salaire net. C'est la somme qui est virée sur le compte en banque. Faire des heures en plus, c'est courant. Mais attention, il faut savoir qu'il y a heures en plus et heures en plus. Les mots sont importants. Pour un contrat à temps plein, on parle d'heures supplémentaires. Elles sont majorées d'au moins 25% et en général, on ne peut pas les refuser. En revanche, pour un temps partiel, on parle d'heures complémentaires.
Là, la majoration est plus faible à partir de 10% et il y a des conditions pour pouvoir les refuser. Ce sont deux mondes bien différents. Très bien. Mais que se passe-t-il s'il y a un problème? Un souci de sécurité, une situation de harcèlement, une discrimination? Vers qui est-ce qu'un salarié peut se tourner pour se faire aider directement dans l'entreprise? Globalement, il y a deux grands types de représentants. D'un côté, on a le CSE, le Comité social et économique. Ses membres sont élus par l'ensemble des salariés. Leur rôle, c'est de représenter les intérêts de tout le personnel sur des sujets comme la sécurité, les conditions de travail, etc. Et de l'autre côté, on a les délégués syndicaux. Eux, ils ne sont pas élus, mais désignés par une organisation syndicale. Leur mission, c'est plutôt de négocier au nom de leur syndicat. Ce sont deux rôles bien distincts, mais qui peuvent bien sûr travailler ensemble. D'ailleurs, le texte de loi est très clair à ce sujet. Le CSE a une mission fondamentale. Il doit contribuer à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail. On pourrait dire que c'est un peu le gardien du bien-être collectif dans l'entreprise. Au final, ce qu'on voit, c'est que le monde du travail en France est un système assez complexe, avec de nombreuses couches de règles. Mais ce système a été pensé à la base pour protéger les salariés. Comprendre comment tout ça s'articule, c'est vraiment la clé pour naviguer sereinement. Mais, et c'est la grande question pour finir, alors que le télétravail et l'intelligence artificielle sont en train de tout bousculer, est-ce que ce modèle, qui est quand même hérité du siècle dernier, est encore adapté aux défis de demain? La question reste entière.